passe la parole à M. Philippe Kurdi, ancien conservateur du département préhistoire et antiquité au Musée d'histoire du Valais, qui nous parlera de l'archéologie des rites de la mort dans les Alpes occidentales, 8000 avant Jésus-Christ, époque romaine. Oui, je remercie les organisateurs de m'avoir invité et d'avoir invité un préhistorien. Je pense que je suis en léger décalage avec certaines présentations qui seront faites aujourd'hui. Ce que je vous propose, en fait, c'est un passage en revue de ces rites de la mort tels qu'on les connaît au vu des dernières découvertes faites dans les Alpes occidentales, franco-suisses et Val d'Ost en particulier. Donc je ciblerai un peu le thème sur les découvertes de la vallée du Rhône, du Valais et du Val d'Ost pour les exemples les plus emblématiques. Alors, le terme de pratique alimentaire pour la préhistoire, c'est un terme qu'on a beaucoup de peine à interpréter. Vous savez que, en fait, l'archéologue et le préhistorien travaillent sur de la culture matérielle sans contexte au niveau des communautés qui l'ont mise en place. Alors cette notion de culture en préhistoire, c'est effectivement des traits que l'on peut retrouver dans des espaces donnés qui sont associés ensemble. Et cette réalité est une réalité qui n'a probablement pas grand-chose à voir avec la réalité des populations qui ont laissé ces vestiges. En fait, il y a un très grand décalage entre ce que fait une communauté, ce qu'elle décide de laisser visible, conservé, ce qui se conserve au cours du temps, ce qui reste après les millénaires. Donc vous avez une réduction du corpus entre celui que la population va mettre en terre dans une volonté donnée ou ne pas mettre en terre pour des raisons tout à fait précises et les éléments qui se sont conservés au fil des millénaires et qu'il faudra interpréter pour restituer ce que l'on pense des pratiques funéraires de cette communauté. Je vous présente un petit exemple ici qui vient des rives du lac Léman. À gauche, vous avez un document d'un archéologue, Albert Neff, qui est très connu, début du XXe siècle, qui a restitué graphiquement tout ce qu'il a observé dans un caisson de dalles enterré. Et l'interprétation à droite, qui se base donc sur des éléments de sémantique locale, tout ce qu'on connaît de ces cimetières néolithiques, cette tombe de 4000 ans avant Jésus-Christ environ, ce que l'on connaît dans la région, on en a fouillé des dizaines, des éléments de sémantique régionale, c'est-à-dire ce que l'on connaît dans l'ensemble des Alpes qui pourrait se rapporter aux éléments qu'on a trouvés, et puis le dernier abord qui permet d'arriver à des interprétations de rang plus élevé, de sémantique universelle, mais là, on se promène dans un domaine extrêmement délicat. Et ce domaine extrêmement délicat, c'est celui de blocage entre la réalité de la culture matérielle et de la volonté de cette communauté qui a déposé des éléments en relation avec les objets que vous observez. Donc le préhistorien est totalement décalé en fonction de cette réalité. Il y a plusieurs moyens qui ont été tentés pour essayer de retrouver une certaine réalité plausible. Il y en a une actuellement qui essaye de se développer, c'est l'ethno-archéologie. Donc je ne vais pas développer cette thématique aujourd'hui, mais de temps en temps, on a essayé d'utiliser les données de l'ethno-archéologie pour restituer des processus que l'on retrouve dans des sociétés préhistoriques. Alors, les sources disponibles pour ces rites funéraires dans les Alpes occidentales, pour l'ensemble de la préhistoire, c'est-à-dire avant 30 000 ans avant Jésus-Christ jusque vers 500 avant Jésus-Christ, on n'a que des données matérielles. À partir de 500 avant Jésus-Christ jusqu'au début de l'époque romaine, on a des données matérielles et des données indirectes qui proviennent d'informations d'historiens grecs ou latins. C'est seulement à partir dans les Alpes, c'est même très tardif, du XIIIe siècle ou plus tard, où on a des éléments qui nous précisent ces comportements face à la mort. Alors, le premier élément qui est assez intéressant et symptomatique de ces Alpes occidentales, c'est que le principe, à travers les millénaires, c'est de déposer le mort inhumé en terre. La pratique de l'incinération, c'est une pratique qui a eu lieu à certains moments de la préhistoire, de la protohistoire
et au début de l'histoire, qui concernent des phénomènes plutôt ponctuels. Donc ça, c'est un premier principe que l'on peut établir pour les Alpes occidentales, pour la vallée d'Aoste, pour le Valais, pour Tarentaise maurienne, etc. Un deuxième élément qui peut être intéressant, c'est une certaine permanence des espaces funéraires. On peut retrouver, dans certains cas, au-dessous d'une église funéraire du Haut Moyen-Âge, des tombes qui se développent sur plusieurs millénaires. Vous avez ici une coupe de terrain de cette église qui se trouve en ville de Sion, au pied du rocher de Valère. Vous voyez le plan de cette église médiévale. Sous le sol de l'église, sur 6 mètres d'épaisseur, vous avez des tombeaux préhistoriques qui commencent vers 4700 avant Jésus-Christ pour se développer jusqu'à l'époque celtique, à l'époque romaine, et l'église chrétienne qui vient s'installer, l'église funéraire chrétienne qui vient s'installer par là-dessus. Donc certaines permanences par rapport à certains lieux. Vous avez un exemple au Val d'Ost, c'est Saint-Martin de Corléans, que vous connaissez certainement, où au même endroit, vous avez une nécropole de l'époque néolithique, 3000 ans avant Jésus-Christ, à laquelle succèdent des sépultures de l'âge du fer, celtique, des sépultures de l'époque romaine, des sépultures du Haut Moyen-Âge, et ça se termine par la fondation de l'église de Saint-Martin de Corléans. Alors, on va faire maintenant un petit parcours à travers les millénaires pour vous montrer 2-3 exemples de ces sépultures emblématiques et parfois des éléments qui nous permettent de parler de pratiques alimentaires en relation avec ces rites funéraires. Donc, un des plus anciens témoignages, il date de 8000 ans avant Jésus-Christ. Il a été trouvé dans un abri sous roche de la vallée du Rhône, à Viona, non loin du débouché du Rhône dans le lac Léman. Et dans ce petit abri préhistorique, on a trouvé dans un angle, dans une dépression, un amas d'os humains carbonisés, probablement déposé dans une petite sacoche en cuir qui a bien sûr disparu, mais qui était vraiment déposé de manière tout à fait volontaire dans l'angle de cet abri. Sinon, pour cette période, 8000 ans avant Jésus-Christ, 7000, 6000, 5000 ans avant Jésus-Christ, on sait que dans les Alpes vivaient des communautés nomades de chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est assez étonnant de trouver des inhumés ou des incinérés dans ce cadre-là de populations qui sont extrêmement mobiles. Donc, un cas exceptionnel, une incinération. Un deuxième cas exceptionnel, une inhumation à plus de 2000 mètres d'altitude. Ceci se trouve dans le Trentin, donc dans les Alpes orientales, où un chasseur de cette période mésolithique a été enterré sous un bloc, inhumé, accompagné de toute une série d'armes, donc des éléments liés à son statut de chasseur. Aucun élément alimentaire. On arrive maintenant à la période des pasteurs-agriculteurs du néolithique, à partir de 5000 ans environ avant Jésus-Christ. Dans l'ensemble des Alpes et alentours, on a le passage de l'économie de prédation, chasseur-cueilleur, à l'économie de production, pasteur-agriculteur, variable dans le temps selon les régions ou dans l'espace selon les zones. Les pratiques funéraires de ces populations néolithiques, qui commencent à être connues maintenant à partir de 4700 ans avant Jésus-Christ, sont extrêmement systématiques et réglementées. Vous avez des sépultures en position contractée, des inhumations en position contractée, dans des petits caissons de dalles enterrés. Ici un exemple en Bas-Valais, ici un autre exemple à Volheim, dans le Val d'Ost, où vous voyez très bien ces caissons de dalles dans lesquels l'individu a été déposé en position fortement contractée. En position tellement contractée qu'on se demande si ce n'est pas un individu déjà en voie de décarnisation qui a été ficelé et déposé. Il y a une telle proximité entre les os que c'est difficile d'avoir des chairs encore en place dans cette position. Alors cette pratique rituelle de déposer des morts dans des sépultures, des petits caissons de dalles, qui s'appellent des cystes de type Chamblande, du fait de la zone où ces premières tombes ont été trouvées, se développe dans l'ensemble des Alpes occidentales et remonte sur le plateau suisse jusqu'au pied du Jura. Donc c'est vraiment une pratique systématique de tombes individuelles enterrées. Les défunts sont parfois, vous avez ici un exemple à Thonon, en Haute-Savoie, vous avez toute une série de ces dalles de couverture de sépultures de type Chamblande, et à droite, les objets qu'on retrouve dans ces tombeaux, relativement rares,
quelques bijoux, des parures en coquillage, des armes, c'est-à-dire des pointes de flèches qui correspondent à des carquois, et parfois un récipient qui doit correspondre à une offrande alimentaire qui accompagne le défunt. Mais c'est relativement rare. Il y a des cas particuliers, comme ici une tombe d'enfant, qui date de 3500 ans avant Jésus-Christ, et accompagnant l'enfant, on a déposé un petit gobelet dans lequel se trouvait toute une série de petits cailloux en quartz, un jeu ou des éléments liés à quelconque croyance. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette période néolithique dans les Alpes, c'est qu'on voit une évolution graduelle au fil des millénaires entre ces cystes individuels de type chamblante que vous avez à gauche sur la photo, jusqu'à l'instauration de grands monuments collectifs, qui ne sont plus en terre, mais qui sont hors sol. Donc c'est une évolution qui va certainement de pair avec des évolutions de la structure de la société. Donc le passage de tombes individuelles à des tombes multiples, où vous trouvez plusieurs individus dans ce caisson de dalles enterrées, et à des véritables tombes collectives qu'on appelle les dolmens, dans lesquelles vous pouvez voir plus de 100 individus déposés. Alors, une des nécropoles dolméniques, donc avec sépultures collectives les plus connues, c'est bien sûr Saint-Martin de Corléans, que vous connaissez tous. Je vous propose d'aller visiter le site qui a été restauré récemment. C'est assez exceptionnel. Et vous avez plusieurs de ces tombeaux collectifs qui y sont présentés. Alors ce sont ce qu'on appelle des dolmens, des chambres funéraires dressées à la surface du sol, entourées ou non d'un podium triangulaire, dans lequel on a déposé au fil des générations des individus inhumés, parfois incinérés, parfois des incinérations secondaires, c'est-à-dire que l'individu a été incinéré à l'extérieur et les os déposés à l'intérieur. Les offrandes que l'on trouve dans ces tombeaux collectifs sont relativement rares, c'est surtout des bijoux ou des armes, donc qui matérialisent probablement le statut de l'individu qui a été enterré, parfois des petits gobelets liés ou non à des pratiques de libation en relation avec les enterrements, on n'en sait rien. Je vous laisserai beaucoup de points d'interrogation, hein. Je pense que c'est peut-être mieux que de commencer à faire de la surinterprétation. Vous avez le même type de tombeau collectif dans la vallée du Rhône, exactement le même schéma constructif, les mêmes rites qui s'y pratiquent, avec déposent à l'intérieur du dolmen des corps des individus accompagnés de leur armement, de leur statut si l'on veut, ou parfois des offrandes en forme de récipients avec probablement des éléments déposés à l'intérieur. Il y a un phénomène tout à fait intéressant vers la fin de cette période, vers 2200 ans avant Jésus-Christ. On a découvert dans un de ces tombeaux collectifs à Sion, un de ces dolmens, une ouverture pratiquée à cette époque sur la dalle de couverture pour déposer à l'intérieur du coffre non plus des individus, mais des offrandes alimentaires sous forme de grandes jarres à provisions. Vous avez un dépôt rituel progressif entre 2200 et 1600 ans avant Jésus-Christ de ces jarres probablement contenant des matières liquides ou solides. À partir de l'âge du bronze se développe dans les Alpes à partir de 2200 ans avant Jésus-Christ, jusque vers 800 ans avant Jésus-Christ. On retrouve ces pratiques de l'inhumation individuelle, on abandonne ces tombeaux collectifs, et ce sont des inhumations en pleine terre où le défunt est accompagné des éléments de son statut, armes, bijoux, etc. C'est seulement à la fin de cette période de l'âge du bronze, vers 1200 ans avant Jésus-Christ, que intervient, pour probablement la première fois, à part quelques exceptions à la fin du néolithique, la pratique de l'incinération. Et vous avez ici un excellent exemple de ces fosses à incinération de la fin de l'âge du bronze, dans laquelle vous avez au centre une urne cinéraire et tout autour une série de récipients contenant des liquides ou des solides. Et, chose tout à fait étonnante, je ne sais pas si vous le voyez au centre de la photo, à gauche d'un des vases, une épaule de porc qui est apprêtée, déposée dans la tombe. Donc en relation avec cette pratique du viatique qu'on va retrouver systématiquement plus tard. À partir de 800 ans avant Jésus-Christ, on a toujours ces inhumations individuelles, mais cette fois-ci parfois sous des grands tombeaux
aménagés sous des tertres de pierre, des tumulus. Vous avez un très bel exemple au Val d'Ost, qui est cette tombe de guerrier qui a été trouvée récemment lors des fouilles de l'Ospedale. Et au milieu de ce tumulus, on a déposé un guerrier avec son épée. Le même cas se produit dans la vallée du Rhône avec toute une série de tombeaux sous tumulus, donc sous terre funéraire. Plusieurs dizaines ont été découverts récemment. Et dans chaque tombeau se trouve une tombe, réutilisée parfois, dans laquelle est inhumé un ou deux individus au fil des générations. Alors ce n'est pas toute la communauté qui est enterrée dans ces tombeaux, probablement même au néolithique, on a l'impression qu'il y a une sélection des individus. Si on fait une analyse démographique statistique sur la base des ossements trouvés, on voit qu'il y a vraiment une sélection. Donc on le voit ici d'autant plus qu'il s'agit de bijoux tout à fait exceptionnels. Dans ce tombeau découvert à Sion, une femme est accompagnée d'un magnifique collier en or et en ambre, vers 600 ans avant Jésus-Christ. J'ai encore 5 minutes ? Oui, encore 6 minutes. 6 minutes, alors c'est parfait. On suit le cours du temps, on arrive à la fin de l'âge du fer, à la fin de l'époque celtique, on passe à la proto-histoire, il commence à y avoir des informations d'auteurs d'historiens ou de géographes grecs ou latins qui nous parlent de certaines pratiques ayant eu lieu chez les Celtes, mais avec un regard totalement ethnocentriste qui est coutumier de ces civilisations gréco-romaines. Alors, des tombes de guerriers, vous avez vu une panoplie d'un guerrier découvert, daté de 100 avant Jésus-Christ. Donc, l'individu est inhumé avec tous les éléments de son statut pour le retrouver ou le conserver dans l'au-delà. Au niveau des tombes d'enfants, pour l'époque celtique, on a des parures et parfois des éléments tout à fait bizarres qui sont des grelots, des éléments qui font du bruit ou des éléments récupérés, des bricolages provenant de générations antérieures. Vous avez ici à droite, à gauche une tombe d'enfant, un enfant de 7 ans, à droite au sommet de la tête qui fermait probablement le linceul, une fibule, une épingle de sûreté en fer dans laquelle était enfilée une perle en verre et 2 éléments d'un bracelet en bronze appartenant à son arrière-grand-mère. Donc, rebricolés, découpés en parures. Donc, des éléments qui sont tout à fait étonnants et qu'on retrouve dans les sépultures d'enfants ou de femmes. Alors, offrandes alimentaires, on en trouve parfois à l'intérieur de ces tombeaux. Vous avez un exemple ici, provenant toujours de la vallée du Rhône, un site d'altitude à 1400 mètres, sur lequel on a trouvé une sépulture de femmes inhumée avec des bijoux, des parures, et surtout un grand vase à boire près de la tête, et près des pieds, on le devine, 4 pattes de lièvre apprêtées. Donc vraiment un élément lié à la consommation liquide et solide pour l'accompagnement dans l'au-delà. Un exemple encore plus emblématique, une femme qui a été enterrée dans les années 50 avant Jésus-Christ en ville de Sion, dans un cercueil en bois, donc dans un demi-tronc évidé, qui portait toute une série de parures, et près de la tête, une bouteille dans laquelle devait se trouver un liquide, et un plat sur lequel on a trouvé un poulet apprêté, c'est-à-dire uniquement les éléments sans la tête, les pattes, les ailes et le thorax. Donc un poulet apprêté pour le voyage dans l'au-delà. Et une chose qui apparaît régulièrement à la fin de l'âge du fer dans les populations celtiques, c'est le dépôt de monnaie qui accompagne le défunt. Alors ici, vous avez une bourse entière qui est découverte, qui a été attachée à la ceinture. Vous avez parfois une petite monnaie qu'on a placée dans la bouche du défunt, donc une pratique qui se retrouve dans le monde gréco-romain, la pratique de l'obo-la-charon, qui a été appliquée par les populations celtiques. À titre anecdotique, mon oncle, qui venait d'Italie du Sud, qui a immigré en Valais, qui est décédé au siècle passé, au moment de son décès, une grande-tante qui venait de Salerne, où il était né, a déposé dans sa bouche une monnaie, 1960. Donc les archéologues vont la retrouver peut-être dans quelques décennies, quelques siècles. Alors, il y a des rites aussi tout à fait particuliers qu'on pense être en relation avec la condamnation du défunt, une mort violente ou une mort, un individu qui fait peur. On l'enterre non pas sur le dos, mais sur le ventre, et on le recouvre de son bouclier et d'un amas de pierres. Vous avez ici un tombeau d'un guerrier celtique dans un demi-tronc évidé,
le guerrier est posé sur le ventre et sa panoplie posée par-dessus. À l'époque romaine, vous avez pour la deuxième fois l'arrivée systématique de l'incinération. C'est une pratique qui vient du sud, qui est utilisée par les populations des Alpes avec un léger décalage, un léger retard, mais c'est quelque chose assez systématique. Donc vous avez un bûcher sur lequel le défunt est brûlé avec toute une série d'offrandes et ensuite l'ensemble est déposé dans une fosse creusée en terre. Vous avez ici une fosse funéraire découverte en ville de Sion tout récemment, du 1er siècle. À droite, tous les éléments qui ont été découverts dans la fosse, donc des vases brûlés, liés donc au repas funéraire, qui ont été déposés par la suite dans la tombe. Vous avez d'autres éléments qu'on retrouve, des petites figurines ou des brûle-parfums, donc qui ont servi à la cérémonie funéraire. Alors, cette pratique de l'incinération, elle intervient au tournant de notre ère, que ce soit au Val d'Os, que ce soit au Valais ou dans les Alpes occidentales françaises, elle va disparaître assez rapidement. En tout cas, au IVe siècle de notre ère, avec l'instauration du christianisme, l'incinération va totalement disparaître. Elle va réapparaître à la fin du XXe siècle, ça c'est une histoire que vous connaissez mieux que moi, avec certaines réticences, par exemple dans la ville de Sion. Nous avons fait une exposition sur cette mort apprivoisée au fil des millénaires et on s'est rendu compte qu'en 1970, on a construit un nouveau centre funéraire avec un cinérarium et que la population a refusé de l'utiliser au départ. Que les gens devaient se faire incinérer sur le canton de Vaud protestant et les cendres ramenées en Valais pour être déposées dans le cimetière. Il a fonctionné 15 ans après sa mise en place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur, pour votre intéressante vol panoramique. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Pas de questions pour le moment? Ah oui, voilà. Si vous voulez, on doit vous donner le micro, sinon on n'aura pas de témoignage. Je reviendrai cet après-midi sur l'Obol-Caron parce qu'on a des témoignages pour la partie française dans le Dauphiné, dans le Bugey, qui datent de 50-70 ans. Donc c'est une pratique qui était encore faite, je vous en dirai quelques mots cet après-midi, parce qu'on la trouve cette pratique dans les fables dont je vous parlerai cet après-midi. Et donc c'est une pratique qui n'a pas cessé depuis très longtemps, mais elle était faite chez nous dans une optique christianisée, bien sûr. Oui, moi j'avais une petite question. Vous disiez tout à l'heure que dans le tombeau d'enfant, il y avait une fibule avec le bracelet qui était probablement à l'arrière-grand-mère. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'arrière-grand-mère ? Faites-nous confiance. Donc l'archéologue, le préhistorien travaille avec de la culture matérielle, il établit des typologies. En fonction du contexte dans lequel les objets sont trouvés, on peut suivre l'évolution stylistique des objets avec une précision parfois de l'ordre de 2 générations. Donc là, on peut vous assurer que ce bracelet bricolé, puisque c'est 2 parties d'un bracelet qui ont été réinsérées, date de 250-300 ans avant Jésus-Christ et que la tombe date de 150 ans avant Jésus-Christ. D'autres encore? Ça va. Bon, merci.